Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Alors le sujet aujourd'hui dans cette capsule, ça va être un peu une espèce d'introduction au système squelettique. Alors on va étudier surtout l'anatomie du système squelettique. On va utiliser entre autres les os longs comme modèle. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça est fait et un petit peu aussi à quoi ça sert. Donc quelles sont les fonctions essentielles associées au système squelettique. Donc première des choses ici, ce qu'il faut réaliser, c'est que le système squelettique, on pense toujours aux éléments qu'on appelle les os, que tout le monde connaît bien, mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, bien sûr qu'il y a des os, mais il y a au moins 3 autres éléments qui vont travailler ensemble, en coopération avec les os, pour former l'ensemble du système. Donc, en plus des os, on a environ 207, 208 os, ça va varier selon les ouvrages un peu plus ou un peu moins, selon les sources d'information, mais en gros, c'est évidemment l'élément principal du système squelettique. On verra bientôt les fonctions de cet organe-là. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a du cartilage. Il y en a 3 types, en fait, qui ont des fonctions un peu différentes des os, mais qui vont être extrêmement importants également. Et bien qu'on va étudier tantôt la composition, la différence de composition chimique entre les os et le cartilage, en gros, c'est 2 substances qui se ressemblent beaucoup. Mais la principale différence, je vous dirais, c'est que les cartilages n'ont pas autant de minéraux que les os, exemple calcium, le fer, toutes sortes de composés qu'on pourrait retrouver qui viennent durcir un petit peu l'organe. Et c'est pour ça que le tissu osseux, c'est un tissu qui est dur, hein, vous savez bien. Le cartilage, bien qu'il soit solide, on va sentir qu'il y a une capacité élastique, compressible, ou si on ne peut pas comprimer un tissu osseux, mais le cartilage est plus compressible, particulièrement le cartilage hyalin. Donc, c'est dû en fait à l'absence justement de ces minéraux qu'on retrouve normalement dans le tissu osseux. Donc, 2 tissus très similaires, mais avec quelques différences. Les ligaments et les tendons, donc ici on est plus dans le tissu mou, c'est beaucoup plus mou que les os, le cartilage, et c'est généralement des tissus conjonctifs qui ont une forme de bande ou de corde. Déjà, il faut distinguer un ligament ou un tendon, c'est une confusion que beaucoup de gens font. Je me suis étiré un ligament ou un tendon ou déchiré. En fait, en termes de texture et de composition, c'est similaire. C'est la fonction qui est un peu différente. Donc, dans le cas d'un ligament, c'est une bande de tissu conjonctif qui rappelle un peu la forme d'une corde qui va rattacher 2 pièces osseuses ensemble. Donc, c'est vraiment pour unir et rattacher 2 os différents. Alors que le tendon, lui, c'est autre chose. C'est aussi une bande de tissu conjonctif, mais on va plutôt rattacher l'os à un muscle. Donc, c'est une différence importante à faire. Et si vous entendez le terme tendinite, il réfère toujours à une inflammation. Exemple, une bronchite, inflammation des bronches, méningite des méninges. Mais une tendinite, c'est une inflammation au niveau du tendon. Donc, il ne faut pas faire une confusion entre le ligament et le tendon. Ici, on est vraiment au niveau de la bande qui retient le muscle à l'os. Donc, voilà pour les 4 éléments qui vont former le système squelettique et que maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, je commence avec le tissu osseux. Première des choses, il faut savoir qu'il y a 2 types de tissus osseux. Donc, les os sont formés essentiellement à partir de 2 sortes de tissus. Il y a le tissu osseux compact versus le tissu osseux spongieux. Donc, généralement, si on regarde la masse osseuse d'une personne, en général, la majeure partie des os est composée de tissu osseux compact. Donc, c'est environ, le chiffre n'est pas à retenir, mais c'est environ 80% de la masse osseuse totale pour un 20% environ de tissu spongieux. Les 2 types de tissus sont faits de façon différente et on verra un peu plus tard qu'il y a également des fonctions un petit peu différentes. Donc, l'os compact ne fait pas exactement la même chose que l'os spongieux. J'aime bien les 2 images ici, donc ça, immédiatement on comprend pourquoi on appelle ça du tissu osseux compact ou spongieux. Donc, dans le cas du compact, on voit ici la matière osseuse qui forme un os quelconque. On voit des cellules ici qui vont produire la matière osseuse, c'est des ostéocytes, on verra ça un peu plus tard. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que la matière osseuse, le tissu osseux produit par ces cellules, est très très dense. Il n'y a aucun trou, aucune cavité, aucun espace possible. Donc, on parle vraiment d'un tissu qui est très serré, qui s'empile par couches successives. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est compact.
D'ailleurs, ça va amener un problème de vascularisation parce que, évidemment, ces cellules-là doivent vivre, doivent avoir accès à de l'oxygène, aux différents nutriments, etc. Donc, il va falloir se trouver un système, justement, pour faire passer des vaisseaux sanguins dans cette matière très solide et très dense. Si vous comparez le spongieux, ça rappelle vraiment un spongieux, une éponge, en fait, et on voit qu'il y a des espèces de cavités comme ça. Et la matière osseuse, c'est ce que je pointe présentement avec le pointeur. Donc, c'est vraiment les éléments qui forment des espèces de bâtonnets comme ça, qu'on appelle souvent des trabécules. Donc, quand vous entendez le mot trabéculaire ou os trabéculaire, ça réfère à l'os spongieux. Sauf qu'il y a des espaces remplis d'air généralement, et c'est ce qu'on voit ici. Alors, la matière est beaucoup moins dense, hein? C'est un tissu osseux beaucoup moins dense, qui est plus léger également, et qui a une meilleure capacité, bien qu'il soit moins solide, plus friable, il y a quand même une meilleure capacité je dirais, de compression, entre guillemets, parce qu'ici, on peut, l'os spongieux a une capacité de subir des contraintes physiques ou mécaniques plus fortes que l'os compact, qui va absorber moins bien qu'il soit plus solide, va absorber moins bien les contraintes mécaniques ou physiques, et dans le pire des cas, il pourrait casser et faire une fracture, ce qui est moins probable avec le spongieux, justement dû à cette légèreté et ces cavités remplies d'air. Donc, c'est vraiment une grosse différence entre les deux types de tissus qu'on peut retrouver dans les différents os du corps. Je parlais tantôt de cartilage, donc on va voir très bientôt dans les prochaines diapos qu'on a besoin de cartilage également pour différentes raisons. Essentiellement, celui qu'on trouve en grande partie dans votre corps, c'est le cartilage hyalin. Donc le cartilage hyalin, c'est vraiment, et ça c'est intéressant quand on vous dit ici, ça sert de matrice pour la plupart des os, la majorité, pas tous, mais la plupart des os, quand on va les former, on commence avec une étape de cartilage. Donc, on forme toujours du cartilage et ensuite, on va déposer des minéraux pour durcir ce cartilage et prendre la forme finale osseuse. Et à certains endroits, on va le laisser sous forme de cartilage. Exemple, au niveau des articulations que je vais vous montrer bientôt. Donc, finalement, on part du cartilage, on le transforme en matière osseuse et certains endroits resteront sous forme de cartilage hyalin. Ce que je veux surtout vous retenir, oui, il y a beaucoup d'eau, puis on verra les substances éventuellement, il y a des fibres, des protéines et tout ça, mais c'est la caractéristique ici. Le cartilage hyalin est très compressible. C'est un peu comme un coussin qu'on peut écraser, ce que l'os ne peut pas faire. Donc, c'est pour ça qu'à certains endroits stratégiques du corps, il faudra avoir ce type de tissu. Donc, c'est un bon amortisseur de choc. Si vous marchez, vous courez, vous recevez un coup, peu importe, on peut écraser jusqu'à un certain point le cartilage hyalin et il peut reprendre sa forme. Il y a une certaine capacité élastique. Ce qui est très étonnant, c'est que contrairement à toutes les substances, tissus, organes que vous connaissez, généralement, la plupart du temps, c'est vascularisé, donc il y a présence de vaisseaux sanguins et il y a présence de différents nerfs pour innerver la structure. Donc ici, exceptionnellement, le cartilage n'a pas accès aux vaisseaux sanguins et il n'y a aucun nerf qui sera là. Donc on ne sent pas de douleur s'il y a une lésion au niveau du cartilage. Il n'y a aucun nerf sensitif ou moteur qui passe par là. Mais ce qui est encore le plus étrange, c'est qu'il n'y a aucun vaisseau sanguin. Donc, comment on peut arriver à nourrir les cellules qui font partie du cartilage? Eh bien, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'ici, exemple, le carré, c'est du cartilage hyalin. Les cellules, donc, exemple, il y a un vaisseau sanguin qui passe en dessous ici, qui est dans la matière osseuse, exemple. Bon, on va nourrir les cellules des couches inférieures, tout simplement par diffusion. Donc, comme il y a des vaisseaux dans le tissu osseux, et mettons l'étage du haut ici, c'est du cartilage, on va pouvoir faire diffuser oxygène, nutriments vers le cartilage. Donc, les premières couches de cellules vont être nourries, vont survivre, mais plus qu'on va monter vers le haut ici, la diffusion ne sera plus assez efficace pour nourrir toutes les cellules. Et ce qui va arriver carrément, c'est que les cellules vont finir par mourir, éclater, laisser des espèces de trous qui seront éventuellement comblés par de la matière qu'on produira, donc du cartilage entre autres. Alors, c'est une particularité, c'est pas tous les cellules qui vont arriver à survivre dans le cartilage, justement dû au fait qu'il manque des vaisseaux sanguins. Fibrocartilage, on retrouve ça à certains endroits très très précis. La grosse différence, le mot fibro, on le dit, c'est un cartilage très fibreux, donc il y a beaucoup de fibres de collagène qui rappellent un peu
forme tubulaire, un peu comme des spaghettis, si vous voulez, qui vont venir se mélanger à la substance du cartilage et ça donne une autre texture, en fait, au cartilage. Ça devient un cartilage beaucoup plus fibreux. Et là, on va agir beaucoup plus comme un coussin qui amortit les chocs. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va les retrouver entre les vertèbres, pour amortir les chocs entre deux vertèbres et les protéger, empêcher l'érosion, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, le fibrocartilage, là, c'est peut-être le meilleur cartilage pour absorber les chocs dus à la compression. Le troisième cartilage, il est très rare, en fait. Il se retrouve à seulement deux endroits. Au niveau du larynx, dans l'épiglotte, donc un cartilage élastique qui permet de contrôler le mouvement de l'épiglotte pour fermer les voies respiratoires lorsqu'on avale de la nourriture, exemple, et pas s'étouffer, et au niveau de l'oreille externe. Donc, il est plus négligeable pour mon cours. C'est vraiment le hyalin et le fibrocartilage qui est important. Simplement pour vous montrer un peu la localisation de ces différents cartilages. Donc, en bleu, on voit le cartilage hyalin. Donc, on note déjà qu'on en retrouve surtout aux extrémités des os. Donc, exemple, l'humérus ici, qui est l'os du bras, que je pointe présentement. Bien, les deux extrémités, en bleu, c'est le cartilage hyalin. Donc, on les retrouve en fait aux articulations. L'articulation, on peut définir ça comme un point d'union entre deux os. Exemple ici, l'articulation de l'épaule, l'humérus vient s'attacher aux os qui vont former l'épaule, entre autres la scapula pour l'omoplate, etc. Mais l'idée ici, c'est vraiment les extrémités de ces os-là où on va retrouver, exemple, aux jointures aussi, donc au niveau des articulations. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une fonction de protection. Si on arrive ici, imaginez-vous l'os A avec l'os B, et que c'est matière osseuse à matière osseuse, ils vont frotter ensemble, il va y avoir érosion, dégradation de la matière osseuse. Donc, à l'endroit où il y a une union de deux os dans l'articulation, donc, on a des coussins comme ça de cartilage pour protéger les extrémités des os et éviter justement l'érosion due au mouvement ou un frottement ou de l'abrasion qui pourrait se produire entre deux os. Donc, c'est essentiellement cette fonction-là. Vous remarquez également qu'il y a présence de cartilage comme ça aux extrémités des côtes. Donc, du cartilage hyalin comme ça ici à chaque côte. Donc, on a, exemple, la côte que je pointe présentement, c'est de la matière osseuse, mais l'extrémité qui se rattache au sternum, qui est l'os plat ici, est centrale, hein, évidemment. Donc, pourquoi on a une partie comme ça de cartilage? Bien, parce que le cartilage est moins solide en termes de texture par rapport à l'os. Donc, ça lui donne une certaine, je dirais, on peut permettre un certain mouvement, une certaine amplitude du mouvement, de façon un peu plus souple peut-être que la partie osseuse de la côte. Et donc, lors de l'inspiration et de l'expiration, quand la cage thoracique va prendre de l'expansion ou non, c'est ici que ça va bouger le plus, c'est ici qu'on va avoir la plus grande contrainte, et donc, si c'était osseux, ça serait plus difficile de s'adapter à ces mouvements-là. En mauve, on remarque le fibrocartilage qui est très riche en fibres, donc ça forme ce qu'on appelle les disques intervertébraux. C'est tout simplement des espèces de coussins de cartilage très riches en fibres pour protéger les deux vertèbres. Donc, si on reçoit un coup, on marche, on court, donc il y a des chocs entre les deux os, mais ces petits coussins de fibrocartilage en mauve vont permettre d'absorber et d'être comprimés. Parfois, vous êtes probablement déjà au courant, mais un accident ou un choc ou certaines situations de la vie font en sorte que le disque intervertébral ici est complètement écrasé et là, on peut souder les deux vertèbres. Donc, évidemment, ça amène beaucoup de problèmes. Il y a moins de mobilité au niveau... Donc, ces deux vertèbres sont soudées, évidemment, il y a moins de mouvement qu'on peut faire au niveau du dos. Donc, on perd une amplitude de mouvement. C'est douloureux parfois parce que ça va faire pression sur les nerfs sensitifs du coin. Il peut y avoir de l'inflammation. Il y a de l'usure qui va se faire, de l'abrasion. Donc, os à os, ça va tout simplement s'effriter plus facilement. Donc, ça peut amener beaucoup de problèmes, évidemment. Et c'est pour ça que normalement, on a ces disques-là de fibrocartilage pour nous protéger et éviter ce genre de situation. On remarque également, en plus des disques intervertébraux, on a aussi la symphyse pubienne qui est faite de fibrocartilage. Donc, c'est les deux seuls endroits où on va retrouver, en fait, il y en a 3 endroits, mais c'est les 2 principaux endroits. Et la symphyse pubienne, c'est simplement cette petite bande mauve qui va unir les différents os comme ça, qui vont former le bassin. Donc, c'est pas de la matière osseuse ici. Ça protège encore une fois
les os, l'érosion osseuse entre deux plaques osseuses, mais l'idée aussi, particulièrement chez la femme qui va accoucher, on a besoin d'ouvrir un petit peu le bassin pour permettre le passage du bébé, et la symphyse pubienne va permettre un mouvement de plus grande amplitude, évidemment. Si c'était osseux, il n'y a rien qui bouge, évidemment. Donc, c'est une autre fonction qu'on peut attribuer au fibrocartilage de cette région bien précise. Et au niveau du genou, qui est une articulation complexe, on appelle ça une articulation synoviale. Hein, donc, on reconnaît ici la patella, qui est l'os du genou. On a du liquide qui ressemble un peu à de l'eau, qu'on appelle le liquide synovial, qui a différentes fonctions, entre autres de lubrifiant pour empêcher l'usure aussi de la patella avec les autres os de l'articulation, qui déplace des nutriments également. Mais on remarque qu'on a les deux types de cartilage ici. Donc, on a le fibrocartilage comme ça aussi qui protège, qui est un peu compressible et qui empêche l'érosion. Et dans le ménisque du genou, on remarque aussi qu'il y a une partie qui est faite de fibrocartilage, qui a un peu la même fonction des disques intervertébraux. Donc, c'est compressible et on protège également. Les fonctions du système osseux, donc, je les passe en rafale, vous pourrez les relire, il n'y a pas grand-chose à expliquer, mais évidemment, la première chose qu'on pense, c'est soutien et protection. Donc, on soutient le poids des organes, le poids du corps, des organes mous, et surtout, on protège. Donc, pensez au crâne ici, c'est une série de plaques osseuses, hein, c'est des os plats, qui va protéger évidemment l'encéphale, donc il n'y a pas grand-chose à comprendre de plus. Cage thoracique, exemple, ou les vertèbres qui protègent la moelle épinière qui passerait ici au centre. La cage thoracique qui protège les organes vitaux comme les organes vitaux comme les poumons, le cœur, etc. Donc c'est vraiment si on reçoit un coup, un choc mécanique ou peu importe, on protège ces organes vitaux là. Donc c'est un peu comme un bouclier osseux évidemment pour bien protéger. Ce qu'on oublie parfois, c'est que les os participent au mouvement. On pense toujours que c'est les muscles qui sont responsables. Et en fait, évidemment, les muscles jouent un très grand rôle dans le mouvement. Mais si les os vont participer de façon plus passive, ils sont quand même une composante importante de mouvement. Donc, ce qu'on voit ici, un mouvement du bras, une flexion, exemple, vous ramenez le bras vers l'épaule, ou une extension, vous l'étirez. Je reviens pas sur le système musculaire, mais une chose est certaine, on se souvient rapidement que le muscle peut se contracter et quand il se contracte, il va diminuer de taille en termes de longueur. Donc, exemple, ici, si on fait une flexion, le biceps, quand il va se contracter, il va remonter vers l'épaule. Et en se contractant, on va tirer sur la substance blanchâtre ici, qui est le tendon. Donc, quand je vous disais tantôt que le tendon, c'est un peu une bande de tissu qui rattache le muscle à l'os, mais on voit ici qu'il y a un tendon qui raccroche le muscle à l'os ici, l'os de l'avant-bras, qui s'appelle le radius. Et on a également un deuxième tendon qui va fixer le muscle, dans ce cas-ci le biceps, à l'os qui ne bougera pas dans le mouvement, l'os immobile, qu'on appelle l'origine en fait, qui vient fixer comme ça le muscle à cet os-ci. Donc quand il y a un mouvement, on contracte le muscle, on tire sur le tendon, et le tendon, comme il est raccroché au radius, il va tirer tout simplement sur le radius, et l'os radius fait office de levier, et en se levant comme ça, ici vers la position de flexion, bien, le bras va bouger, tout simplement. Faire le mouvement inverse, une extension, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de travailler avec le biceps, on travaille avec le muscle qui n'est pas dessiné ici, qui s'appelle le triceps brachial. Mais c'est la même chose, on va permettre une contraction du triceps, et on va faire le mouvement inverse. Donc, chaque muscle va être relié à différents os, comme ça, par les tendons, et en se contractant, bien, on va tirer sur l'os, qui va être responsable, en fait, d'agir un petit peu comme un levier pour faire bouger le membre, la jambe, le pied, le doigt, ou peu importe. Donc, deuxième fonction, évidemment, le mouvement. Hématopoïèse, donc on a bien étudié le système cardiovasculaire. Vous savez maintenant que dans certains os, il y a les cellules souches hématopoïétiques qui sont importantes pour se spécialiser et aussi se multiplier en différents types de cellules sanguines. Donc, on a vu les érythrocytes, les globules rouges qui transportent l'oxygène, le CO2, mais aussi tous les types de leucocytes, donc les globules blancs pour vous défendre, et les thrombocytes aussi, qu'on appelle parfois plaquettes sanguines. Donc, toutes ces cellules-là qui ont différentes fonctions, c'est des cellules sanguines, proviennent tous de la même place, des cellules souches qui sont stockées dans la moelle osseuse rouge de certains os. Ce pas tous les os qui ont cette moelle osseuse avec cette moelle osseuse rouge avec les cellules souches, mais certains os vont les contenir, et c'est le seul endroit où on peut produire les cellules sanguines. Donc, c'est pour X raison,
on perd ces cellules souches, mais on n'est plus capable de régénérer les cellules qui vont former le sang. Donc ça, c'est une fonction vraiment importante des os. On l'oublie, mais extrêmement important. D'ailleurs, dans les cas de cancer ou d'oncologie, où on fait des traitements très agressifs, de radiothérapie, chimiothérapie, ou parfois c'est le cancer carrément qui va détruire les cellules souches. Des fois, c'est lié à la thérapeutique utilisée. Mais quand on dit une greffe de moelle osseuse, souvent, on pense à différentes choses qui est plus ou moins fondée, mais en fait, c'est qu'on va juste aller chercher justement les cellules souches d'un donneur, d'un patient en santé. Dans certains os, on va faire une espèce de ponction pour aller chercher ces cellules souches qu'on va réinjecter chez le patient affecté pour justement l'aider à refabriquer des cellules sanguines, parce que dans son cas, une destruction massive de ses propres cellules souches fait en sorte que les os n'arrivent plus à produire les différentes cellules sanguines. Donc, c'est une petite parenthèse culturelle comme ça, là, pour le terme de greffe moelle osseuse qu'on entend assez souvent. Dernière fonction au niveau des os, c'est une banque pour stocker essentiellement des minéraux. Donc, on utilise les minéraux pour durcir l'os, en fait, pour qu'il soit plus solide, mais on s'en sert aussi comme banque. Donc, bien qu'on a besoin de calcium pour donner à l'os sa texture solide, il y a bien du calcium aussi qui va dormir là et qu'on utilise comme banque. Donc, quand on aura besoin de calcium, exemple, si vous ne prenez pas assez de lait ou de produits laitiers ou de fruits ou de légumes qui contiennent du calcium et vous êtes en hypocalcémie, ou vous avez un trouble endocrinien qui fait en sorte qu'on absorbe moins bien le calcium puis que vous êtes en hypocalcémie, manque de vitamine D entre autres qui est assez fréquent, qu'est-ce que ça fait? Bien, une des réponses qui va engendrer, c'est qu'on va aller dans l'os et on va dégrader certains os pour libérer du calcium et remonter votre taux de calcémie. Parce que vous savez aussi bien que moi maintenant que le calcium est extrêmement important pour faire des influx nerveux, permet le relâchement des neurotransmetteurs, contraction musculaire, contraction cardiaque qu'on a déjà étudié également au cours de la session. Donc, pas de calcium, c'est tous ces organes-là qui risquent de faire défaut. Donc, il faut toujours s'assurer d'avoir un taux de calcémie assez élevé. Puis l'inverse est également vrai. Si vous avez mangé beaucoup de calcium dû à votre diète alimentaire, bien, le surplus, on peut l'éliminer par les reins dans l'urine, mais généralement, on va aller stocker dans les os. C'est pour ça que je disais que c'est un peu comme une banque. J'en ai trop, je vais stocker, on économise. C'est un peu comme l'argent. Donc, on économise les minéraux, entre autres le calcium. Puis quand j'en ai besoin, je vais aller faire un retrait. Donc, c'est un concept que je vais reprendre éventuellement, mais souvent, vous pensez que les os, c'est statique, alors que c'est totalement faux. Il y a beaucoup d'activités au niveau des os. On passe 24 heures sur 24, la matière osseuse se dégrade, donc on perd un peu de masse osseuse et on va redéposer et reconstruire de l'os. Donc même si vous avez l'âge adulte, même si vous n'êtes plus en croissance, il ne faut pas penser que la matière osseuse est fixe. On passe notre temps à dégrader, détruire un petit peu l'os et à le reconstruire, entre autres pour combler nos besoins en calcium qui peuvent être déficients ou non. L'ensemble des os de votre corps, on va les classifier selon un peu leur forme anatomique finalement. Il y a comme 4 classes au niveau des os. On peut dire qu'on a un os long, court, plat ou irrégulier. Donc, premièrement, les os longs, exemple le fémur qu'on va retrouver ici au niveau de la cuisse ou l'humérus ici dans le bras, c'est des exemples classiques d'un os long, en fait. Les os aussi qui forment les phalanges au niveau des doigts ou des pieds, donc ce que je pointe présentement ici. Donc, ces os longs ont tous un point commun. On dit, la définition, en fait, on dit qu'ils sont plus longs que larges. Donc, ça, c'est un os long. Si je regarde la dimension ici, une certaine largeur, mais dans l'autre dimension, beaucoup plus long, beaucoup plus haut, si on est en 2D, ici en vertical. Donc, on voit ici que c'est plus long que large. C'est tout simplement ça. Alors que l'os court, c'est un os qui est à peu près aussi long que large. Donc, il va prendre une forme carrée, cubique, en fait. Donc, là, c'est pas toujours précis, mais à peu près aussi large que long, tout simplement. Donc, c'est ça la définition d'un os court. On remarque ici, là, donc on voit que c'est pas tout à fait un carré parfait, mais c'est à peu près la même largeur que la même hauteur, ou longueur si vous préférez. Donc c'est des os qu'on va retrouver au niveau de la paume, exemple, des petits os carrés ici, ou la plante des pieds, ce qu'on peut voir sur le dessin. Les os plats, le terme en fait est très clair. Plats, c'est des os qui sont très minces, donc les os du crâne, c'est l'exemple
par excellence, c'est des plaques osseuses très minces. Donc, c'est ce qu'on appelle des os plats. C'est comme s'il avait été écrasé un petit peu. Les côtes aussi, on considère que c'est un os plat. Le sternum, donc les côtes ici, le sternum que je colore en rouge ici qui est au centre. Hein, c'est vraiment l'os plat ici, mince, qui va permettre de raccrocher les différentes côtes. Donc, c'est vraiment une forme mince. Généralement, les os plats sont là pour protéger les organes. On pense au crâne, on pense aux côtes, évidemment. Alors que les os longs sont plus utilisés généralement pour les mouvements, généralement. Et la quatrième classe, il n'y a pas vraiment de définition. On vous dit que c'est, selon votre manuel, on vous parle d'os irréguliers, c'est-à-dire des os qui ont une forme complexe ou élaborée, ou en d'autres mots, de façon encore plus simple, si ça n'entre pas dans les 3 premières catégories, c'est nécessairement un os régulier. Donc, si ce n'est pas un os long, ce n'est pas un os court et ce n'est pas un os plat, ben, c'est nécessairement un os irrégulier. On n'est pas capable de le définir. La vertèbre, c'est probablement le meilleur exemple. On voit vraiment les 3 espèces d'épines comme ça, osseuses, avec une forme un peu particulière ici, une cavité au centre. Donc, ça ressemble à rien. On ne peut pas dire que c'est un os long, court ou plat. Donc, évidemment, c'est un os irrégulier. Au niveau de la hanche aussi, hein, donc si on regarde ici la ceinture pelvienne, c'est l'ensemble des os qui forment la hanche, ben on voit qu'ils ont un peu une forme particulière. Donc, on considère que c'est des os irréguliers. C'est pas très compliqué, mais des fois, ça apporte une confusion. Donc, si je vous demandais, exemple, si je dessine des os, je dessine ici un os qui s'appelle A, je dessine un os qui s'appelle B, puis je dessine un os qui s'appelle C, puis là, je vous dis, c'est lequel des 3 qui est un os court. J'ai des gens qui se font prendre puis qui ont tendance à dire B. Et c'est faux. Ce n'est pas B. A et B, c'est un os long. Donc, il ne faut pas se fier à la définition française. Vous autres, vous dites, ben oui, mais d'un point de vue français, B est bien plus court que A, mais c'est pas ça qu'on a dit tantôt. Donc, il faut que ça soit très clair. Ce qu'on disait, c'est que l'os a une forme un peu rectangulaire, il est plus long que large, donc les deux ont la même définition. Là, mon habileté artistique ici, je l'ai manqué un petit peu, mais imaginez-vous que c'est une forme carrée. Donc, à peu près aussi large que long. C'est pas la taille réelle de l'os C, parce qu'évidemment, l'os C est plus gros que B. Donc, ça n'a rien à voir avec la définition d'un os long ou court. C'est simplement s'il y a une forme à peu près carrée, donc à peu près aussi long que large. Donc, faites attention. La définition biologique pour classer un os n'est pas nécessairement en lien avec le terme français quand on entend ça dans un autre contexte.